Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cursus Nest.js par Webéléon. Je m'appelle Julien et je serai ton guide tout au long de cette aventure qui va te permettre de devenir un véritable expert Nest.js. Nest.js, les modules, partie 2. Aujourd'hui, je vais te parler des modules. Alors, il y a déjà une vidéo qui te parle des modules, le module partie 1, tu peux aller voir dans l'historique YouTube où je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des concepts plus avancés des modules. Alors, je te laisse découvrir, tu vas voir, ça va être le fun. Alors, les modules partie 2. Alors, ça va être une approche très théorique et très personnelle que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes expériences, c'est qu'il y a vraiment deux types de modules. Tu as les modules purement techniques, qui vont être des modules de code, typiquement un logger, ou quelque chose qui va te permettre de collecter tes stats au fur et à mesure, ou une couche d'événements. Donc vraiment un module technique. Et ensuite, vous avez un deuxième module qui va être les modules de fonctionnalité. Ton module de fonctionnalité, c'est le code métier. Tu vois, c'est ce qu'on dit en général, le code métier. Dans ton module de fonctionnalité, généralement, il y a un contrôleur. Il y a un contrôleur si c'est un module pour une API REST, mais ça peut être des endpoints, du moins un contrôleur pour des WebSockets. Ça peut être plein d'autres choses, quelque chose qui va écouter les événements, mais on va essayer dans un module de fonctionnalité de mettre un maximum de logique métier, d'utiliser des mots qui parlent aux gens du business. Logiquement, un module fonctionnalité, vous devriez pouvoir passer le code ou les sources à un type du design, du marketing ou des sales, et si le code est bien fait, il est censé comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est Oncle Bob qui dit ça. Oncle Bob, il dit du bon code, ça se lit comme de la prose. Et ces modules-là, étant réellement purement métier, ils sont censés être lisibles comme de la prose. Mon module fonctionnalité, mon module métier, réellement, on cherche à le rendre le plus clair possible. Là, on va mettre que de la logique métier. Peut y avoir des accès à la base de données, je dis pas. Mais c'est des modules qui typiquement peuvent ne pas avoir d'accès à la base de données et ne pas s'occuper de la persistance des données. Donc le module fonctionnalité. Et puis à côté de ça, le module purement technique, des modules partagés. Ceux-là, typiquement, s'ils sont bien faits, on peut prendre le code avec des adaptations mineures, le mettre dans un dossier, le publier sur NPM et l'installer derrière dans d'autres projets. Ça, c'est le module technique qui est bien foutu. C'est pas évident parce qu'il y a toujours un petit peu de couplage dans la vraie vie, du code. On voudrait des modules qui sont absolument découplés les uns des autres, mais la réalité fait que des fois découplés, surtout dans les entités où j'ai un utilisateur qui a besoin d'un profil, du coup utilisateur et profil sont un petit peu couplés. À moins d'être vraiment dans un microservice bien pur, bien protégé, d'avoir 10 mecs pour faire le développement, de séparer tous les trucs, on peut s'en sortir à pas faire de couplage, mais la réalité fait que souvent on a un certain couplage et un certain lien entre nos modules. On va tendre à le découpler, et si tu réussis à pas avoir de couplage dans ton module technique, t'as gagné. T'as gagné parce qu'il va être super réutilisable. Tu vois, t'es dans un monolithe au début, je te fais le cas d'usage, le cas de la vraie vie. T'as commencé à développer en monolithe parce que y a qu'un développeur, t'es dans une startup, t'as pas le temps de faire des microservices et ça ne fait aucun sens. C'est énormément de travail, d'architecture, de mise en place, c'est énormément de taf à tous les niveaux. Donc t'as fait un monolithe, truc qui fait le plus de sens pour ton API. Commence à y avoir 1000, 2000 utilisateurs sur ton API. C'est cool, il y a du cash qui rentre, on a du temps. On va commencer à faire un premier microservice. On touche pas au monolithe encore. On dit par exemple, on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité de mailing. Et ça, le mailing, on va le mettre dans un microservice. On a montré notre infrastructure autour d'événements pour communiquer entre les différentes choses, parce qu'on trouve que le CQRS, c'est classe. Parce qu'à ce moment-là, on n'en a pas encore besoin, mais on trouve ça classe, et on s'est dit, pour l'avenir, c'est bien. Et ben nickel. Je crée mon nouveau microservice à côté. Je prends mon dossier d'événements pour écouter, mon event listener. Je le fous dans l'autre projet. Et là, si c'est bien fait, ça marche tout de suite. Il n'y a rien à adapter, il y a juste à déclarer le module aux bons endroits. Mais on a accès tout de suite à nos providers et ça fonctionne. Notre logger, qu'on a fait dans le premier dossier, qui est un module technique, qui va faire des trucs super cool.
Parce qu'il ne va pas s'occuper que de loguer. Alors quand on est en dev, il log dans la console. C'est très sympa, c'est très joli. C'est super cool. Mais quand on est en prod, on ne veut pas loguer dans la console. Parce que nos instances, nos conteneurs Docker, on les jette. Aller se connecter sur un conteneur Docker pour regarder les logs, c'est méga chiant. Et comme on veut analyser ce qui se passe, on va plutôt aller faire des logs structurés en JSON. Et donc notre logger, il est capable de faire, en fonction de l'environnement, des logs structurés et des logs textuels classiques pour le développement. Et ben notre logger, on veut le récupérer, on veut le remettre. Et ben je prends mon module technique de logger, je le copie, je le colle. Il marche. Bon, j'ai fait ça 4 fois, donc 4 microservices. Je le copie, je le colle dans un nouveau dossier. Je le publie sur un NPM privé, parce que c'est ce qui se fait en entreprise, soyons honnêtes. Il y a peu de chances que vous copiez votre code et que vous le mettiez dans un module sur NPM en public. Donc il est hébergé dans un repo de package perso ou privé. Et ben là, on le met sur NPM et puis on va installer notre repo privé dans tous nos nouveaux microservices, on refactor, et au fur et à mesure, en fait, du coup, notre module technique, il a été bien codé au début, il est découplé, on est capable de le déplacer comme ça. Lui, on le passe aux sales, au marketing, aux différentes personnes, on leur fait lire le code, malheureusement, ils vont rien comprendre, parce que c'est un module technique. Et c'est là l'avantage de séparer notre module technique de notre module de fonctionnalité, c'est qu'on a une partie du code qui est parfaitement compréhensible par le métier et une partie du code qui est parfaitement compréhensible que par les techs. Mais on ne pollue pas la partie métier facilement compréhensible par tout le monde avec des considérations purement techniques, des considérations de développeurs. Effectivement, moi j'ai besoin de savoir comment on va enregistrer dans Postgres nos infos, comment on va utiliser les repositories. Mais quand j'en parle à mon client, le client, à moins qu'il soit très technique, on n'a pas grand chose à faire. Ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi j'ai pas la bonne date à tel endroit, ou pourquoi j'ai pas les bonnes données qui s'affichent, ou alors comment on fait pour retourner le contrat d'un client. Ça, c'est des choses qui les intéressent, et l'avantage d'avoir un code, des modules de fonctionnalité très lisibles, écrits réellement pour être lus comme de la prose, et ben quand on leur parle, on peut leur montrer du code. Et ça a deux avantages. C'est que ils peuvent voir comment ça marche et le comprendre. Donc au besoin, aller re-regarder, on peut leur expliquer ce que j'ai jamais vu en vrai, mais ce qui est mon rêve. Aujourd'hui, de pouvoir montrer et puis qu'ils puissent aller regarder cette logique technique. Et le deuxième avantage, c'est que s'ils comprennent le code qu'on a vu, ils ont plus confiance. Et ça, c'est important. Et puis un autre avantage, c'est que quand tu as un développeur qui arrive, tout de suite, il peut comprendre le métier, ou en tout cas l'implémentation du métier, directement en lisant le code. Donc l'idée est là, 2 types de modules. Ça, c'est de la logique, c'est de l'architecture, des modules techniques et des modules de fonctionnalité. Donc n'hésitez pas, les sources sont dispo sur le GitHub de ce petit cours. Vous y avez accès. Et si vous avez des questions, il y a Discord, il y a le Discord Webéléon, il y aura la vidéo YouTube quand elle sera montée à partir de ce live. Et donc, voilà, vous pouvez poser les questions directement ici, ou me reprendre si je dis des conneries, parce que c'est fortement possible. Alors maintenant, on va rentrer dans un autre territoire. Le territoire des modules dynamiques dans Nest. Donc je vais rentrer dans ces modules. Alors j'appréhende un peu parce que jusque-là, que tu fasses du Nest, ou fassiez du Nest, ou que vous fassiez pas du Nest, c'est des considérations générales. La première partie où j'ai présenté l'utilisation des modules, si vous ne faites pas de Nest, ça vous donne un début de cours, un début de piste pour vous lancer dans Nest. Là, les modules dynamiques, on est clairement dans une utilisation avancée. Alors, j'ai pas d'exemple directement dans ce projet, mais je vais en ouvrir un. Les modules dynamiques, vous en avez nécessairement vu. C'est quand on voit for route async, for feature. Donc ça, c'est des modules qui vont être configurés à l'import. Attention à écrire, c'est un chouïa plus complexe. Parce qu'on a vu pour le moment que dans nos modules, ils sont vides. Je reprends mon exemple du app module. Il est vide, mon app module ici. Je fais rien avec. Mais on peut faire des choses.
Il y a des trucs là-dedans de disponibles. Donc, nos modules qui se configurent. Il faut bien comprendre le fonctionnement des providers pour utiliser ça. Oui, que je m'explique. Ça, d'une certaine manière, ça va être transformé en providers. Ou en factory de provider. Ok ? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Je vais ouvrir parce que ce sera beaucoup plus simple de causer avec du code. Donc les modules dynamiques, généralement quand on approche ça, c'est qu'on a besoin de créer un package NPM pour nos modules. Ou qu'on a des modules qui ont besoin d'être configurés et qu'on ne souhaite pas que la configuration soit écrite en dur. Et on a un module du coup qui est un peu plus compliqué. Donc notre module ne sert à rien, du moins ici, on va pas remplir le @module quand on fait un module dynamique. Ça c'est hyper important parce que notre module, on va le retourner via une méthode statique. Vous le voyez ici. Donc le plus facile, ça va être le for root. Le for root, on n'a pas de factory à prévoir, on n'a pas de choses à concevoir, on laisse pas de place à l'utilisateur pour exécuter du code. On va juste lui demander généralement des options ou des choses qu'on va avoir besoin, des providers, ici des mimes, et après les passer. Moi, l'objectif de mon module, c'est de rendre disponible le OpenAI Service. Alors ça, c'est une version très simple. Quand on est dans TypeORM ou dans Mongoose, ou les modules Mongoose, on est dans un niveau d'injection qui est beaucoup plus complexe parce qu'on va exporter dynamiquement encore plus de providers. Et en fait, l'idée, c'est de construire nos providers dans cette méthode dynamique. Alright. Donc, jusque-là, on a pigé. On a nos imports qui sont récupérés. Donc nos imports qui sont passés par le module, qu'on a récupéré de nos paramètres. Notre module, c'est le nom de la classe. C'est pas très important techniquement. Et ce qui devient plus compliqué, on va dire, c'est après, quand on va rentrer dans ces providers. Donc cette forme de providers, ça c'est un provider custom. C'est au lieu de mettre sur une classe @injectable, on va dire provide, on va passer le token d'injection. Donc si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo sur les providers, ou si vous connaissez un petit peu le fonctionnement interne, ou si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Pour injecter quelque chose en nest, on se base sur un jeton d'injection. C'est une chaîne de caractères. Quand on le met sur une classe, vous ne le voyez pas en général, mais c'est le nom de la classe. C'est le class name. Et derrière, une valeur ou une méthode d'obtenir ce que l'on va avoir pour ce token d'injection dans le moteur. Là ici, je lui fournis une valeur directement. On prend les options, on passe les options et on rend disponible sous ce token d'injection. Là c'est un peu plus complexe parce qu'on utilise une factory. La factory qu'on a récupérée depuis nos paramètres qui va nous renvoyer les choses. Alors là c'est là qu'on lui passe tous les injects, toutes les choses comme ça, les imports, les machins, les trucs, les muches, les choses dont on a besoin. Et après, on récupère nos options. Alors, la prochaine étape, évidemment, c'est de se servir de tout ça. On a rendu disponibles nos configurations de l'utilisateur à notre module technique. Voilà. On a offert la possibilité, donc, for root async avec une factory. For root, on passe juste les options. Si vous tombez sur des vieux projets ou des vieilles librairies, vous verrez encore register et register async, qui était la vieille terminologie. Et donc derrière, je reviens à mon config option. Là, je vais pouvoir récupérer dans mes différents services que je vais exposer et exporter les configs que l'utilisateur m'a passé à l'entrée. Et derrière, je vais pouvoir m'en servir. Il a aussi ses options. Depuis les options, il récupère la config, la clé d'API. Il nous génère un petit client OpenAI. Et on va le récupérer après dans notre service. Et dans notre service, on va pouvoir faire notre chose. Et l'utilisateur, derrière, lui, il a juste eu à passer ses configs et il gère ça avec un for root async. Et c'est là toute la magie et toute l'utilisation des modules dynamiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous êtes déjà frotté à cette petite chose en Nest. C'est pas un truc qui est très courant non plus, je vous rassure. Ça arrive qu'on en ait besoin. C'est bien de savoir le faire.
de savoir comment ça marche aussi, par curiosité. Quand on voit for root d'un module qui nous est exporté, savoir comment ça fonctionne et comment on peut le créer, moi je trouve ça hyper intéressant et hyper cool. Et puis après, si vous voulez faire vos modules sur NPM réutilisables, eh ben, il va falloir savoir le faire. Fais voir la config option. Ah, c'est des chaînes de caractères ici. C'est inacceptable. Voilà. Hop, et on fixe ça. Et quand je repasserai dessus, quand j'aurai besoin d'OpenAI, je remettrai un tour sur le package NPM. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours Nest.js sur les modules avancés. Je suis Julien de Webéléon et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou alors rejoins-moi directement sur le Discord Webéléon pour les poser. A bientôt pour de nouvelles aventures.